Bonjour à vous tous. Imaginez un monde où les entreprises et les organisations peuvent prédire les besoins de leurs clients avant même qu'ils ne le sachent eux-mêmes. Un monde où des produits et services sont conçus pour répondre aux besoins réels et individuels de chaque utilisateur. Un monde où les processus sont optimisés à nos contraintes locales grâce à l'analyse des données. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Ce monde existe déjà et il est alimenté par la data. La data est l'essence même de l'innovation et de l'optimisation. Les métiers liés à l'image sont donc les architectes de ce monde et avec pour but de créer de la valeur dans le domaine qu'ils exploitent. Investir dans la data, c'est investir dans l'avenir. Et c'est à vous de décider si vous voulez être un simple spectateur ou un acteur de cette révolution. Je suis Ingrid Exurville, Data Scientist, et nous avons comme invité Émeric Sinitam-Birivoutin, Machine Learning ingénieur. Merci à vous d'être présent avec nous. Dans cette présentation, nous allons vous expliquer tout d'abord ce qu'est la data. Ensuite, qui sont les experts de la data, quels sont les défis liés à notre système local, pourquoi utiliser la data, et enfin, nous allons avoir notre moment interview avec Émeric. Mais tout d'abord, revenons aux fondamentaux. Qu'appelle-t-on la data et que représente la data? La data peut être représentée par des pièces de puzzle. Chaque pièce représente une information. Si l'on prend l'exemple de la météorologie, on aurait une pièce pour la température, une pour l'humidité, une autre pour la pression atmosphérique. Alors, on me fait signe qu'il y aura peut-être des problèmes. Est-ce que tout le monde entend bien et nous voit bien? Alors, difficile niveau son. Et on dit qu'il n'y a pas d'image et le son est OK. Bon, alors ça fait partie des choses du direct. Un petit moment, nos super ingénieurs sont sur le coup. Sur YouTube, le son et image est OK. Bon, ben, ce que je continue du coup sur YouTube. Enfin, je continue et je ferai attention au son. Donc du coup, la data peut être représentée par des pièces de puzzle. Chaque pièce représente une information. Donc, comme je vous disais, si l'on prend par exemple l'exemple de la météorologie, on aurait par exemple une pièce qui représenterait la température, une pièce qui représenterait la pression atmosphérique, une autre pour l'humidité, etc. Et c'est lorsque l'on regroupe les pièces de ce puzzle qu'ils forment un ensemble. Et j'insiste bien sur le mot ensemble. Ensemble, une image complète et significative. Ainsi, chaque morceau d'information peut être analysé séparément, mais c'est en regroupant et en les comparant que l'on peut découvrir ces tendances et ainsi faire des modèles pour pouvoir, par exemple, faire des prédictions. Ainsi, vous pouvez voir cela comme une chasse au trésor numérique. Le terme data désigne des informations brutes collectées à partir de différentes sources. Cela peut inclure des nombres, des textes, des images, des sons, des vidéos, etc. Les données peuvent être stockées dans des bases de données, des fichiers informatiques ou d'autres formats numériques. Si je reprends l'analogie avec le puzzle, où l'on a différents types de pièces, plus ou moins difficiles à utiliser, il faut être conscient qu'il existe différents types de données. Et ces données brutes ne demandent qu'une chose, être analysées car elles ont beaucoup de choses à raconter. Ainsi, il est important de définir les différents types de data. Nous avons d'abord les data structurées. Attendez, j'ai juste un petit problème de son, encore une fois. Les choses du direct.
Voilà. Donc, nous avons tout d'abord les données structurées. Les données structurées sont des informations qui ont été formatées et transformées en un modèle de données bien défini. Par exemple, on va avoir les données de type données relationnelles, de type SQL. Ces données sont constituées de tables avec des colonnes clairement définies. Ah, on me dit qu'il y a un écho. Alors, je pense savoir. Normalement, il devrait être arrêté. Donc, les bases de données relationnelles SQL vont être constituées de tables et de lignes et de colonnes, et ceci, c'est un parfait exemple de données structurées. Les codes-barres et les statistiques de blog également. Ces données peuvent être extraites et lues facilement par des requêtes SQL. Si je vous donne par exemple un exemple, grâce à des données de type SQL, on peut demander quelle est la liste des clients qui habitent à tel endroit et on va facilement obtenir ces informations. Donc, ces informations sont facilement stockées, organisées et traitées dans des systèmes de gestion de bases de données relationnelles, par exemple. Ce sont, on va dire, les données idéales. On va avoir aussi ce qu'on va appeler les données semi-structurées et quasi-structurées. Ces données sont des données qui ne suivent pas une structure de données formelle, telles que les tables de base de données relationnelles qu'on a vues précédemment. Cependant, elles ont une structure interne qui peut être comprise, bien qu'elle ne soit pas nécessairement clairement définie ou standardisée. Par exemple, elles peuvent être stockées dans des formats tels que le JSON, le XML ou le YAML. Les fichiers Excel, par exemple, sont aussi ce type de données. On va avoir aussi les données les enregistrements de transactions, les informations clients. Donc, quand on a une fiche avec tous nos clients, ces données sont vues comme des données quasi structurées. Cependant, il va falloir faire un traitement en plus pour pouvoir avoir des tables de données bien définies de ces données-là. Donc, si l'on doit retenir une chose pour nos données semi- et quasi-structurées, ce sont des données qui sont non organisées dans un format tabulaire strict, mais qui existent quand même une certaine structure interne. Et pour finir, nous avons les données non structurées. Les données non structurées n'ont pas de modèle défini, de schéma ou de format régulier. Elles peuvent être de nature très diverse et il n'y a pas de structure ou d'organisation interne. On les retrouve stockées dans des formats tels que le texte brut, le PDF, l'image, la vidéo, les fichiers audio, les emails, les pages web également, les enregistrements de conversations, etc. Ces types de données sont souvent considérés comme bien plus difficiles à traiter, car elles nécessitent une analyse beaucoup plus complexe. Les techniques d'analyse de données traditionnelles, telles que les bases de données relationnelles, ne sont pas conçues pour traiter les données non structurées. Il faut également savoir que les données non structurées représentent une grande partie des données dans le monde et leur analyse peut fournir des informations précieuses pour les entreprises et les organisations dans de nombreux domaines. Pour ce faire, des experts en data sont nécessaires afin de mener au mieux la gestion de ces data. Mais avant de découvrir ces experts en data, il est nécessaire et important de prendre conscience que la donnée possède un cycle de vie. Le cycle de vie des données est composé de 6 éléments. Il est important de noter que ces sections peuvent varier en fonction des besoins de l'entreprise et de la nature de ses activités, mais en général, ces étapes représentent le cycle de vie standard de la data. Tout d'abord, on va commencer par l'étape de la collecte. Cette étape consiste à rassembler des données à partir de différentes sources, telles que les enregistrements administratifs, les capteurs, les enquêtes, les transactions, les formulaires en ligne, etc. Vient ensuite l'étape de stockage, qui permet de collecter nos données et de les stocker, une fois que les données collectées, de les stocker dans des bases de données, dans des fichiers informatiques ou dans d'autres formats numériques pour une utilisation ultérieure. Vient ensuite l'étape d'utilisation. Alors, cette étape est composée généralement de 3 parties. Nous avons d'abord la préparation des données. Cette étape consiste à nettoyer, formater et organiser les données collectées pour qu'elles soient utilisables pour l'analyse. Comme on a vu plus tôt, comme on a différents types de données, on va avoir des données structurées, mais on va avoir aussi des données non structurées ou quasi ou semi-structurées. Ces données-là vont nécessiter une préparation bien plus importante.
Une fois que nos données sont préparées, il va y avoir la phase d'analyse de données. Donc, nos données préparées vont être analysées pour découvrir des tendances, des modèles, des relations cachées. Cela peut inclure des techniques telles que la statistique, l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel. Et enfin, la visualisation des données. Les connaissances acquises lors de l'analyse sont résumées sous forme de graphiques, de tableaux ou autres formes de représentation visuelle pour une compréhension facile. Ensuite, nous avons l'étape du partage. Les résultats de l'analyse sont partagés avec les parties intéressées, telles que les responsables de la prise de décision, les employés, les partenaires, les fournisseurs, les commerciaux, etc. Les informations qui sont découvertes lors de l'analyse vont être utilisées pour prendre des décisions informées et agir en conséquence. L'étape d'archivage, elle, concerne tout ce qui va être conservation à long terme des données, en conformité avec les réglementations et la politique interne de l'entreprise. Et enfin, vient l'étape de destruction. Cette section concerne la suppression sécurisée des données lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ou lorsqu'elles ont atteint leur date d'expiration. Donc ces 6 étapes sont essentielles au cycle de vie d'une donnée et vont nous permettre de définir les rôles des experts de la data. Il faut savoir que les métiers qui vont suivre peuvent se chevaucher et que les responsabilités peuvent varier en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature de ses activités. De plus, d'autres métiers peuvent également intervenir dans le cycle de vie de la data, tels que les développeurs d'applications, les experts en sécurité informatique ou autres. Il est toutefois communément admis qu'il y a 3 grosses familles d'actions dans le monde des métiers de la data. On va avoir les métiers qui vont se focaliser sur l'aspect structurel et architecture, à savoir l'écosystème qui est mis en place pour traiter les données, l'aspect analytique, donc qui va être vraiment l'aspect où l'on va analyser nos données, et ensuite les métiers qui vont plutôt avoir une vue d'ensemble sur toutes les étapes du cycle de vie de la donnée. Donc sans plus attendre, commençons avec les métiers qui vont avoir une vue d'ensemble. On va avoir par exemple ce que l'on va appeler le Chief Data Officer, CDO ou directeur des données. Son rôle est de créer un environnement pour permettre aux différents responsables de l'entreprise d'accéder facilement et en toute sécurité aux informations dont ils ont besoin pour des prises de décision stratégiques et optimales. Le Chief Data Officer intervient dans toutes les sections du cycle de vie de la data, car il est responsable de la stratégie de gestion des données de l'entreprise. Par la suite, nous allons avoir le Data Steward, qui lui va être responsable de la gestion des données d'une organisation. Cela implique la définition de normes de qualité des données, la gestion des métadonnées, la mise en place de politiques de gestion des données et la surveillance de l'utilisation des données, par exemple, au sein de l'entreprise. Le Data Steward est également chargé de garantir la conformité aux réglementations et aux politiques de sécurité des données de l'entreprise. On peut le voir un peu comme un gardien des données. Ensuite, nous avons le Data Protection Officer. Lui a plutôt un rôle spécifiquement lié au Règlement général de la protection des données, également appelé RGPD, de l'Union européenne. Le DPO est chargé de veiller à ce que l'entreprise se conforme aux exigences du RGPD en matière de protection des données personnelles. Il est également responsable de sensibiliser les employés de l'entreprise à l'importance de la protection des données et de répondre aux demandes des autorités de réglementation en matière de protection des données. Le Data Steward est responsable de la gestion globale des données de l'entreprise, tandis que le DPO, lui, est spécifiquement chargé de garantir la conformité de l'entreprise aux exigences du RGPD en matière de protection des données. Donc maintenant qu'on a vu ces 3 rôles qui ont plutôt une vue d'ensemble, maintenant nous allons voir des rôles qui ont plutôt une fonction d'analyse. À commencer par le data analyst. Le data analyst est un professionnel qui va utiliser des compétences en analyse de données, en statistique et en visualisation pour collecter, nettoyer et analyser des données
dans le but de fournir des informations exploitables à l'entreprise pour faciliter la prise de décision. On va avoir également au sein d'une entreprise ce qu'on va appeler le business analyst. Lui, il va plutôt analyser les processus métiers, les objectifs et les besoins d'une entreprise afin de proposer des solutions pour améliorer l'efficacité et la rentabilité de l'entreprise. Son rôle va être de comprendre les besoins de l'entreprise et de faciliter la communication entre les différentes parties prenantes. Nous allons ensuite avoir le data scientist. Le data scientist traite, analyse et valorise les données de l'entreprise afin de définir la meilleure stratégie de développement. Stratégie marketing et commerciale, amélioration des performances, de la rentabilité, de la prospective, etc. Son rôle est de trouver des solutions aux problèmes complexes, d'identifier des tendances, de construire des modèles prédictifs, de clustering ou de classification. Pour ce faire, le data scientist va utiliser des modèles mathématiques afin de mieux interpréter les données et en tirer le maximum d'informations. Il y a un métier très proche du data scientist qui est le machine learning engineer. Le métier de machine learning engineer est en effet très proche car tous deux travaillent avec de larges volumes de données et possèdent de solides compétences en gestion des données et sont capables d'effectuer des modélisations complexes sur des ensembles de données dynamiques. Néanmoins, les similarités s'arrêtent ici. Alors que les data scientists produisent des rapports, des modèles mathématiques et des graphiques pour représenter les résultats de leur analyse de données, le machine learning engineer vont concevoir des logiciels qui permettent d'automatiser les modèles prédictifs. Maintenant que l'on a vu nos métiers qui vont être dans l'analyse des données, maintenant nous allons passer sur les métiers qui vont être plutôt basés sur la structure. Commençons par le data architect. Le data architect intervient en amont du traitement de la donnée pour organiser la récupération et la gestion des données brutes, plus ou moins structurées, avec plus ou moins en grand volume et provenant de sources diverses, aussi bien internes que externes. Il intervient principalement dans des sections de stockage et de partage des données. Il est responsable de tout ce qui va être conception et mise en place de l'architecture des données de l'entreprise, y compris les systèmes de stockage de données, de base de données et les systèmes de gestion des données. Il travaille également sur les stratégies de partage de données en veillant à ce que les données soient sécurisées et accessibles aux personnes qui en ont besoin, tout en respectant les lois de réglementation sur la protection de la vie privée et la confidentialité des données. Nous avons ensuite le data engineer, qui a pour mission de concevoir, construire et entretenir les infrastructures de stockage de données et d'automatiser les processus de collecte, de partage de données pour garantir la qualité, la sécurité et l'accessibilité des données pour l'analyse et l'utilisation ultérieure. Il va définir des méthodes d'archivage de l'entrepôt des données. De façon générale, il est responsable de l'infrastructure qui a été définie par le data architect. Ensuite, nous allons avoir l'ingénieur DataOps, qui lui va intervenir principalement dans les sections de collecte, stockage, utilisation et partage des données. Il va être responsable de la mise en œuvre de la gestion opérationnelle des pipelines de données, de l'automatisation des processus de collecte et de partage des données, ainsi que de la surveillance et du suivi de qualité et de la fiabilité des données, toujours en lien avec le data ingénieur. Il s'assure de l'intégrité des données à chaque étape du cycle de vie des données, souvent de la collecte à la destruction. Et enfin, nous allons avoir le Big Data Developer. Son rôle à lui est de développer des solutions logicielles pour la collecte, le traitement, l'analyse et le stockage en grande quantité de données. Donc on parle vraiment de Big Data. Il va souvent travailler avec des technologies telles que Hadoop, Spark, NoSQL et d'autres outils de traitement de données qui sont vraiment très orientés Big Data. Le Big Data Developer doit concevoir des pipelines pour le traitement des données efficaces et optimisées pour permettre aux utilisateurs de l'entreprise d'interagir avec des données et de prendre des décisions en temps réel.
Donc, comme vous pouvez le voir, il existe une multitude de métiers liés à la data. Mais principalement, comme je l'ai dit, il y a 3 familles qui se distinguent. Ainsi, pour des petites entreprises, on va avoir une personne qui va avoir plusieurs rôles. Ainsi, il est important de se rendre compte de la richesse des tâches à exécuter afin de bien respecter le cycle de vie de la data et ainsi en tirer le meilleur. Maintenant que l'on a vu tout cela, quels sont les défis pour notre écosystème local? Tout d'abord, nous avons tout ce qui va être investissement orienté data. Donc, tout ce qui va être bienfait économique, par exemple, certaines entreprises peuvent avoir du mal à se lancer dans une évolution orientée data, sans si la vision sur les bienfaits de l'investissement sur la data ne sont pas clairement exprimées. Il va aussi y avoir une certaine problématique sur tout ce qui va être la vision sur le taux d'amortissement de la mise à jour de la mise à jour vers la data. En effet, si l'entreprise n'arrive pas à se projeter et à voir les bénéfices que ça va lui apporter d'investir dans la data, il va être beaucoup plus difficile de s'y lancer. Donc, bien sûr, cela lance tout ce qui va être l'aspect financement de la donnée, enfin financement pour pouvoir migrer vers tout ce qui va être investissement vers la data. Ensuite, nous allons avoir un certain manque de sensibilisation et de connaissances. Donc, merci à tous les participants, car votre présence permet d'accroître les connaissances dans ce domaine des métiers liés à la data. Et c'est grâce à ce genre d'initiative que l'on permettra justement d'améliorer la sensibilisation envers ces métiers ô combien importants. Ensuite, l'évolution du système d'information. La transition entre le modèle de système d'information déjà en place vers un modèle plus data-orienté qui permet de mieux gérer la data n'est pas quelque chose d'anodin. Et il va falloir bien le prendre en compte pour de bon nombre d'entreprises qui ne sont pas encore orientées data. Ensuite, on va avoir l'aspect accès à la donnée. Donc, tout ce qui va être structuration des données et mise en disposition des données entre diverses parties. Et enfin, l'aspect emploi. Car en effet, il y a 2 aspects. Il n'y a pas assez de demandes de personnes qui sont experts en data, mais aussi il n'y a pas assez de gens formés. Et donc en mêlant tout ce qui va être sensibilisation, connaissance, nous pourrons ainsi essayer au maximum de relever ces défis. Et enfin, pourquoi utiliser la data, me direz-vous? Tout d'abord, le développement économique. Si on ne le fait pas, il faut savoir que d'autres vont le faire. La data, c'est pour certains l'or noir de notre ère. Donc, il va falloir à tout prix se lancer dans la data et utiliser la data pour pouvoir faire évoluer dans de nombreux domaines nos connaissances en data. Donc, pour faire court, l'utilisation de la donnée peut offrir de nombreuses opportunités pour le développement économique, social et technologique des Antilles. Ensuite, nous allons avoir la proposition de nombreux services. En effet, en développant la data, on peut avoir de nouveaux services qui peuvent émerger et donc qui peuvent, par exemple, permettre d'améliorer notre qualité de vie. Nous allons aussi avoir la collaboration internationale. Nous avons la chance d'être sur une île, par exemple, ici, là, je vous parle depuis la Martinique. La Martinique étant un petit territoire, on va quand même parler de petite data. Mais par contre, avec justement l'ère de la data, on peut imaginer que l'on peut faire des collaborations avec toutes nos îles sœurs, nos îles sœurs, pardon, et aussi communiquer avec tout ce qui va être la Guyane ou autre, pour ainsi avoir un gros stock de data et nous permettre de faire de meilleures prédictions. Par exemple, si je me lance dans le terme des prédictions. Nous allons aussi avoir tout ce qui va être marketing et commercial. Donc, dans le marketing et commercial, nous allons avoir l'amélioration à la prise de décision, les rapports économiques qui vont être beaucoup plus rapides et plus précis si l'on s'appuie sur des données qui vont être beaucoup plus structurées, l'étude de la clientèle, en effet, en comprenant ce que vos clients, vous allez pouvoir vous adapter et répondre au mieux aux besoins de votre clientèle. Et qui dit clientèle heureuse dit clientèle qui va revenir, de meilleures marges, bien sûr,
Une analyse, bien sûr, concurrentielle. En comprenant ce qu'on fait la concurrence, on peut s'adapter, s'améliorer, mais il est important de prendre ça en considération. Et enfin, augmenter la qualité de nos données. En comprenant ce dont on a besoin, on peut améliorer les données pour faire de meilleures collectes et ainsi de suite, et ainsi créer quelque chose de plus bénéfique. Donc en résumé, pourquoi la data? Pourquoi investir dans la data? Pour résoudre des problèmes, pour atteindre des objectifs, pour surveiller, pour prédire et enfin, pour améliorer l'existant. N'est-ce pas magnifique? Donc, notre moment interview est arrivé. Alors, Aymeric, on a la chance d'avoir Aymeric avec nous, qui est un machine learning engineer et je vais avoir, principalement 2 questions pour lui. Donc, 1re question pour Aymeric: quelles sont tes missions en tant que machine learning engineer? Alors déjà, bonjour à tous. Merci pour l'invitation et pour cette présentation ultra claire des différents métiers de la data. Là, du coup, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu de manière plus concrète ce que fait un ML engineer et le lien que ça a un peu avec tous les métiers dont elle a parlé. Donc, pour vous donner une présentation générale, moi, ça fait 3 ans que je travaille en tant que machine learning engineer. Donc, je travaille dans une boîte qui s'appelle Sonos, qui fait des enceintes connectées. Et je travaille au sein d'une équipe qui est basée à Paris, qui développe l'assistant vocal de Sonos. Donc l'assistant vocal, pour résumer rapidement, c'est vous dites à votre enceinte: «Hey Sonos, joue-moi du Bob Marley» et il faut réussir à comprendre cette information et à jouer le morceau demandé. Donc ensuite, pour ce qui est de mon métier en lui-même, donc développer un assistant vocal, c'est un domaine assez vaste. Donc on a différentes équipes avec chacune ses spécialisations, mais si je devais donner un aperçu au niveau, on a une équipe qui va beaucoup travailler sur le traitement du signal, donc comment faire en sorte que le son qu'on reçoit dans les micros, soit le plus propre et le plus compréhensible possible, qu'on puisse extraire la voix, et toute l'information nécessaire, pour les différentes étapes d'après. Donc ça, c'est une équipe, d'à peu près une dizaine de personnes qui travaillent sur ces sujets, avec des ML engineers, des experts en signal processing et cetera. On a aussi une équipe qui est vraiment dédiée, pour, faire les composants qui intègrent du machine learning pour, la reconnaissance de la parole. Donc, comment à partir d'une séquence d'audio, on va prédire une séquence de mots et comment on va donner du sens à cette séquence de mots pour comprendre l'action de l'utilisateur. Et puis on a aussi des équipes, de software engineers qui vont intégrer tout ça dans des enceintes et le rendre accessible en fait au grand public. Donc si on se recentre vraiment sur, mon métier de ML engineer, moi je me place plus dans la partie où, on va implémenter les algorithmes d'intelligence artificielle sur, les produits Sonos. Et donc notre métier consiste principalement, enfin en tout cas au quotidien, je suis principalement en interaction avec les autres équipes qui vont développer ces modèles. Donc comprendre les technologies qu'ils utilisent pour pouvoir les implémenter et les optimiser pour les produits Sonos. Et puis, aussi un gros travail d'évaluation de performance sur l'étendue de la gamme des produits Sonos dans des configurations différentes, donc avec des utilisateurs qui vont peut-être utiliser, une configuration home cinéma, donc ça a des consommations, en termes de puissance de calcul différentes qu'un utilisateur qui va juste écouter de la musique sur son enceinte ou qui ne va tout simplement rien faire avec. Donc on travaille sur tous ces sujets-là, et puis voilà, au final, on est chargé de développer toutes les librairies qui vont être capables d'exécuter ces modèles de machine learning. Donc vraiment un travail de développement spécifique, au domaine, du machine learning. Après, pour mettre ça un peu en contexte avec, la présentation d'Ingrid, donc les métiers de la data, c'est vrai que nous, on a pas mal de données qu'on utilise. Il y a 3 grosses catégories, donc il y a les données qu'on va utiliser pour entraîner les modèles. Donc ça, c'est un peu spécifique parce que contrairement à des données en entreprise qui vont arriver de manière naturelle, de par les applications et cetera, nous, les données d'entraînement, c'est des données qu'on génère explicitement. Donc on va passer par des prestataires qui vont faire des campagnes de collecte, pour qu'on ait des utilisateurs qui enregistrent des phrases, «Joue-moi tel morceau», «Éteins la musique», «Déplace le son dans telle, pièce». Donc on construit ces datasets-là qui représentent vraiment un gros volume de données. C'est plusieurs milliers d'heures qui sont enregistrées
avec leur transcript, donc leur forme textuelle, et aussi les informations telles que ce qui doit être joué, etc., l'artiste. Donc ça, c'est la première grosse catégorie. La deuxième grosse catégorie, c'est tout ce qui concerne nous en interne, la façon dont on traîne les modèles, dont on entraîne les modèles, etc. Donc on a tout plein de mesures de métriques, euh, de précision, d'évaluation sur des données qui n'ont jamais été vues, tout ce genre de choses. Et puis la troisième catégorie, c'est vraiment des données qui viennent du terrain, donc de la production, principalement des logs qui viennent des produits Sonos, que nous, on processe pour savoir s'il y a eu des problèmes, s'il y a d'éventuels bugs qui n'ont pas été détectés à la validation, et puis des données aussi en termes de performance des différentes applications qui tournent sur les enceintes. Donc, pas mal de données. Et comme je disais dans une discussion qu'on avait un peu avant la présentation avec Ingrid, on ne retrouve pas forcément tous ces métiers dans l'effectif de notre équipe, quoi. Mais en fait, en y réfléchissant bien, c'est des métiers avec lesquels on interagit indirectement. Parce que nous, on utilise des grandes plateformes cloud comme AWS, qui nous fournit certains services pour stocker nos données, pour les processer, pour y accéder de manière rapide en distribuant l'accès à ces données, etc. Et en fait, l'expertise de ces métiers est chez eux, mais in fine, nous, on les utilise, quoi. Donc, on n'a pas d'ingénieur data, on n'a pas d'ingénieur data, par exemple, chez nous, ou de data steward, etc. Mais en utilisant ces services, c'est des métiers dont on a besoin également dans le métier qu'on fait. Et en tant qu'ingénieur en machine learning, on ne peut pas en fait avoir les compétences pour assurer cette gestion, cette collecte, etc., qui sont des domaines quand même très spécifiques. Donc chaque métier a son importance. Et voilà, beaucoup de gens considèrent qu'un ML engineer peut gérer tout le pipeline ML. C'est complètement faux. Et donc, il faut forcément s'armer d'outils externes ou de compétences internes. Alors, Aymeric, je vois qu'il y a 2 questions dans le chat. Ouais. Une, on te demande, pour développer votre assistant vocal, vous utilisez quel stack? Alors, je peux vous expliquer le pipeline au niveau. Donc, une des particularités qu'on a, c'est que nous, on fait tout sur les enceintes. Donc, contrairement à des concurrents comme Google ou Alexa, on ne va pas streamer l'audio de l'utilisateur dans le cloud pour le processer. Et donc, du coup, le pipeline classique, c'est qu'en premier, on a un acoustic model qui va, en fait, à partir des informations acoustiques, faire une prédiction de phonèmes. Et ensuite, on va combiner ça avec un language model, un peu dans le style ChatGPT, etc., mais beaucoup plus petit, avec des technologies très différentes, qui va permettre de combiner cette information acoustique avec des informations linguistiques. Donc ça, pendant que la personne va parler, on va processer l'information et essayer de maximiser la probabilité que la séquence de mots corresponde à ce qu'il a dit. Et ensuite, on aura un deuxième composant qui est plus Natural Language Understanding, ça s'appelle, qui va comprendre en fait l'information qu'il y a dans le texte. Donc, un exemple simple, c'est joue-moi un morceau de Bob Marley. Il y a deux informations intéressantes. La première, joue-moi un morceau qui va dire qu'on veut effectivement réaliser une action de jouer un morceau. Et l'information de l'artiste. Et donc, il faut être capable de savoir que Bob Marley, c'est un artiste et que c'est ce qu'on doit jouer. Donc, c'est ça la deuxième partie. C'est un petit peu la stack qu'on a au niveau. Merci beaucoup. Je pense que du coup, ta réponse répond un peu à la question aussi de Mathis qui demande est-ce que tu utilises des intelligences artificielles comme ChatGPT pour ton projet? Alors non, parce que nous, justement, on est embarqué sur des devices, donc ChatGPT, c'est des millions de paramètres, impossible à faire tourner en temps réel sur des enceintes. Et puis en même temps, c'est pas du tout les mêmes problématiques. Nous, on veut pas un langage généraliste, un modèle de langage généraliste. On veut plutôt quelque chose qui est adapté à notre use case, à savoir traitement de demandes liées au use case musique, quoi. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Alors, j'aurais du coup une autre question pour toi. Quels seraient les prérequis pour qu'un ML ingénieur comme toi puisse travailler dans les Antilles? Ça, c'est une question intéressante parce que j'aurais beaucoup aimé revenir travailler aux Antilles. Je pense que tu l'as mentionné en fait dans tes défis. Principalement, ce qu'il faut, je pense, c'est que les entreprises développent des business models autour de la data. Parce qu'il faut se l'avouer, faire de la data, traiter de la data, pour traiter de la data, ça va mener nulle part.
Ça nécessite quand même des gros investissements, comme tu l'as dit. Et si derrière, il n'y a pas des retombées économiques, c'est pas vraiment pertinent. Mais je pense que si les entreprises prennent conscience de ce potentiel que la data peut leur apporter, ça peut ouvrir des opportunités. Et puis la deuxième chose, c'est voilà, c'est commencer dès aujourd'hui à valoriser la data. Donc c'est pas forcément avoir des ML engineers, développer des solutions, mais c'est voilà, faire un peu, enfin, essayer de voir toutes les datas auxquelles vous avez accès dans vos entreprises, commencer à les collecter, commencer à les stocker. Et en fait, demain, si vous allez découvrir des opportunités business, vous aurez toute cette data qui pourra être utilisée par des spécialistes pour vraiment tirer de l'information et générer de la valeur. Donc voilà, commencer à sensibiliser les gens et se poser les bonnes questions, ça sera un bon début. Super. Eh ben, merci beaucoup. Alors, cela conclut, notre présentation. Alors du coup, en conclusion, mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde en constante évolution, où l'adaptation, innovation et optimisation sont les maîtres mots. Et il n'y a pas de meilleure façon de propulser ces 3 concepts que d'utiliser la puissance de la data. Nous avons vu que la data est la matière première de l'intelligence artificielle, la base des prises de décision claires et le moyen de créer des produits et des services révolutionnaires. Les métiers liés à la data sont donc les métiers clés pour construire l'avenir et créer de la valeur pour les entreprises et les organisations. Des métiers qui offrent des perspectives de carrière passionnantes et des opportunités de développement personnel et professionnel en Martinique, dans la Caraïbe et plus largement dans le monde. Ainsi, c'est à vous de décider si vous voulez être un simple spectateur ou un acteur de cette révolution, car ceux qui sauront maîtriser ces compétences auront un avantage certain sur la concurrence. Mais permettez-moi de vous rappeler que la réussite ne vient pas de la simple possession de ces compétences, mais aussi de l'audace de les utiliser pour créer des choses nouvelles et percutantes. Osez et lancez-vous dans cette aventure passionnante, car c'est en osant, en se formant et en se dépassant que l'on peut construire un avenir économique et social que nous souhaitons pour nos entreprises, nos organisations et plus largement pour nos territoires. Alors, si je reprends le titre de cette présentation, la data des métiers d'avenir, je conclurai par la data des métiers d'avenir au service du monde d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette présentation et merci à la rédaction de Web Monster Community et à Xavier. Merci encore et à très bientôt. Si vous avez d'autres questions, on est là et on peut continuer ça sur le Discord. Merci encore à vous. Merci Émeric et à bientôt.